Ouais. Là-dessus, André Champagne, est-ce qu'on peut généraliser à l'Occident cette recherche de laïcité? Là, on a beaucoup parlé de la France avec vous tout à l'heure. On parle du Québec, bien sûr, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Mais ailleurs, en Occident, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont fait une recherche de laïcisation? Non, pas vraiment les États-Unis. C'est typique des États, notamment des États européens. Je pense à la France, je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas. Je pense à ces pays-là qui se sentent menacés par l'immigration en provenance du Moyen-Orient et des pays du Maghreb, et aussi à la montée de l'islamisme dans les communautés de ces pays-là. On ne peut pas nier qu'il y a une certaine peur, notamment en France, notamment aux Pays-Bas suite à l'assassinat du Theo de Van Gogh, le cinéaste. Donc il y avait une réaction très vive de la société néerlandaise. Et puis ici, c'est clair que la question se pose depuis justement l'arrivée des immigrants maghrébins, et puis c'est répercuté au Québec le débat qu'il y a eu en France sur le voile. Il y aura peut-être éventuellement le débat sur le hijab, mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est que cette question-là de l'identité, cette question-là les valeurs, d'affirmation des valeurs. Oui, c'est étrange que ce soit posé par le Parti québécois, parce que le Parti québécois semble se chercher justement une espèce de pas de slogan, mais de thématique qui pourrait rallier une partie de son électorat, qui pourrait peut-être relancer la question nationale. Je sais que je me ferai pas des amis en disant ça, mais pour moi, c'est clair qu'il y a dans ce débat-là, il y a probablement une volonté des stratèges du Parti québécois de relancer l'idée nationale qui stagne autour de entre 30 et 40%. Mais est-ce que c'est les bonnes bases pour la relancer? Ça, c'est pas, Rachida voilà. là-dessus? C'est ça, je pense que c'est important effectivement de rappeler qu'il y a quelques années, en 2007, il y a eu une demande forte il faut qu'on affirme nos valeurs, qui sommes-nous, comme ça nous pourrons dire aux autres ce que nous voulons, etc. Là où il y a une grande maladresse, et tout ça sans l'improvisation la plus totale, c'est que quand on les énonce, ces valeurs, la seule valeur qui réapparaît dans les discours du PQ en ce moment, et même dans le discours du Parti libéral d'ailleurs, c'est l'égalité des sexes. Et c'est comme si c'était la valeur québécoise par excellence. Ce n'est pas la valeur québécoise par excellence, d'une part. D'autre part, encore une fois, d'un point de vue juridique, elle est déjà protégée dans la charte, puisque l'article 10 de la charte stipule que le droit à l'égalité s'applique aussi au sexe. Et l'autre valeur qui pourrait être caractéristique, c'est la neutralité religieuse de l'État. Et là, c'est la seule chose intéressante de ce débat-là, c'est de dire est-ce qu'on peut transformer cette neutralité qui est un principe en lui donner force de loi avec une vraie charte de la laïcité, mais en s'y soustrayant, le gouvernement perd toute crédibilité. Donc la liste des valeurs, oui, mais elle est où cette liste? On la voit pas. On arrête à l'égalité des sexes et à la neutralité religieuse de l'État pour automatiquement l'invalider. Donc c'est dramatique comme improvisation et comme partisanerie. On se fait beaucoup accuser du reste du Canada, de plusieurs éditoriaux et tout, de xénophobie. Est-ce que vous iriez jusque là, ou là il n'y a pas un danger d'escalade parce que vous êtes tous les trois donc très sceptiques devant l'opération actuelle, mais on n'ira pas jusque là, Éric. Non, la charte n'est pas une réaction xénophobique. Elle peut soulever par contre des réactions xénophobiques de part et d'autre. C'est-à-dire de la part des communautés qui sont visées explicitement par les mesures énoncées dans la charte, puis de la part aussi de d'autres en réaction à cette réaction-là. Et c'est tout le problème de cette charte, selon moi, c'est elle va travailler malheureusement la culture et là peut-être soulever la xénophobie. Mais en tant que telle, non, elle est une affirmation maladroite d'un sentiment identitaire, une nouvelle façon de penser la souveraineté, qui est plus une souveraineté, on veut se libérer des Anglais, mais qui est une nouvelle souveraineté qui est plutôt c'est quoi notre nous dans ce monde où il y a des flux de personnes, où il y a des flux d'idées, où le eux, ce n'est plus le méchant anglais qui nous domine, où on est devenu souverain en quelque sorte culturellement, et là c'est de comprendre c'est quoi cette culture-là. Donc pour moi c'est pas, il y a une exagération. En soi, le papier, là, il n'est pas xénophobe, on va se calmer là-dessus. Rachida, même chose. Je partage, je ne pense pas qu'il y ait d'intention xénophobe, il y a des effets
d'exclusion. Donc il y a des effets, mais c'est pas une intention. Et là-dessus, je pense que c'est là que le débat va être difficile. Il va y avoir de la diabolisation, de la polarisation, de la surenchère verbale, et c'est là qu'aujourd'hui, plus que jamais au Québec, le rôle des intellectuels est important. Je pense qu'il est important de faire montre de sagesse et de sortir ces arguments pour ou contre. Je pense que tout le monde n'est pas obligé de manière sage et sans verser dans la surenchère, parce que ce serait pas intéressant. Ouais. Quelques commentaires d'auditeurs. Rémi Tanguay qui dit: si le gouvernement veut être sincère avec ce qu'il dit au sujet du crucifix, qui est maintenant un souvenir du passé, pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas sous verre sur un podium comme dans un musée? Est-ce qu'il y aurait une action symbolique de plus qu'on pourrait prendre pour montrer cette distance? En tout cas, ça fait sourire André Champagne. Oui, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que... Mais c'est clair que pour beaucoup de Québécois, la question du crucifix, c'est tout simplement le lien avec la Nouvelle-France, et c'est une reconnaissance du rôle majeur que l'Église catholique a joué à l'époque de la colonie, quand on était une colonie française, et après. Pourquoi? Parce que de la conquête britannique jusqu'à la Révolution tranquille, l'Église a assumé l'éducation, l'Église a assumé la gestion des hôpitaux, l'Église a assumé l'aide aux pauvres. Pourquoi? Parce que l'État n'assumait pas les fonctions normalement dévolues à un État. Et il y a quand même, et qu'on le veuille ou non, les élites québécoises ont été formées dans les collèges classiques, ont été formées dans les universités comme l'Université Laval, qui était une université religieuse, ne l'oublions pas. Ça a été le cas jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, c'est clair que les Québécois de souche, là, ce que moi j'appelle les Canadiens français catholiques, là, la fameuse identité que des cléricaux nationalistes, on est Canadiens français et catholiques. Il y avait un lien intime entre la religion catholique et la langue française et cette espèce de nationalisme-là. Et tout se passe comme si les nationalistes n'arrivaient pas à faire la coupure avec ce passé-là. Et ils ont beau dire, là, depuis M. Landry, que notre nationalisme est inclusif. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu le commentaire de Jacques Parizeau au deuxième référendum. Et à partir de là, ils ont commencé à parler d'un nationalisme inclusif, mais comme ça décolle pas, ces stratèges-là doivent trouver une thématique pour relancer l'idée. Oui, il y a un peu de ça. Mais c'est l'éléphant blanc dans la pièce. Il reste quand même que pour tout laïc, si on veut être un laïc sérieux, le crucifix à l'Assemblée nationale, c'est l'éléphant blanc dans la pièce. C'est l'éléphant blanc. Et l'autre aspect que je trouve que ça voile, ça voile la longue résistance au Canada, au Bas-Canada, et après, dans le cadre de la province du Québec, de Canadiens français, laïcistes, libéraux mais catholiques, qui ont lutté contre les ultramontains et qui ont affirmé le principe de la séparation de l'État et de l'Église tout le long du 19e siècle. Les ultramontains voulaient quoi? Instaurer une théocratie au Québec. Ouais. Rien de moins. Monseigneur Bourget, Monseigneur Laflèche, c'était en 1867, la première élection qui a porté sur la Confédération. La directive dans les églises, c'était voter conservateur, voter bleu. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à dire le ciel est bleu et l'enfer est rouge. C'est ça. Et ça veut surtout dire que finalement, ce qu'on sous-entend derrière tout ça, finalement, c'est que on n'a pas besoin de laïcité au Québec. On s'est contenté d'une neutralité bienveillante de l'État, mais parce qu'il y a de l'immigration et des minorités religieuses, il faut affirmer une laïcité. Bon. Et ça, je trouve que c'est pas... J'aimerais quand même terminer avec un courriel, une question de Emmanuel Tétrault de Montréal. Elle dit qu'elle a pas fait sa tête complètement au sujet de la charte, mais elle se demande si pour certains individus forcés de porter le voile ou le turban par leur famille, cette charte ne serait pas une façon de se sortir de cette emprise. Bien sûr, on ne les entendra pas sur la place publique, mais elle serait curieuse de savoir ce que vous en pensez. Rachida, qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est sûr que la laïcité, ça aide, la neutralité, mais une vraie neutralité. Si on parle d'une neutralité sans une vraie, là, pas une neutralité de mauvaise foi comme celle qu'on est en train de nous passer. Ça peut aider des gens à dire, écoutez, moi je veux travailler, puis moi je veux faire mes choix, mais de toute façon, la personne qui est influencée et influençable, elle n'est pas employée, elle est jeune, elle n'a pas l'âge du consentement, elle n'a pas... je pense pas que... Si on veut contrer l'intégrisme religieux, et là je vais être très précise, l'intégrisme chrétien, juif, sikh, musulman, si on veut contrer l'intégrisme religieux, il faut être clair. Alors c'est une autre bataille. Il faut faire une bataille pour contrer l'intégrisme religieux. Mais il ne faut pas se servir d'une charte de la laïcité pour ça. La laïcité peut avoir comme effet bénéfique d'atténuer l'intégrisme, mais rien n'est moins sûr. Regardez la France. Ouais. Mais vous me direz, les pays multiculturalistes non plus, ça va pas mieux, mais si c'est l'intégrisme religieux qu'on veut combattre, alors que le chat sorte du sac et qu'on dise
on a un problème d'intégrisme religieux, on soupçonne qu'il y a une montée de tous les intégrismes et il faut combattre cet intégrisme-là sur le terrain juridique et sur le terrain de l'éducation et de la pédagogie. Mais ne nous servons pas d'une charte des valeurs pour contrer l'intégrisme religieux qui existe, qui est dangereux, qui n'est pas souhaitable, qu'il faut prévenir et contrer, mais pas avec cet instrument-là. Éric, un dernier mot. Oui, et la question de l'émancipation des rôles de genre, des rapports de genre, c'est un processus très long. Je trouve ça un peu paternaliste de la part de certains individus de dire on va les libérer ces femmes-là. C'est pas à nous, en légiférant sur les tenues vestimentaires, c'est pas par ce moyen-là qu'on va le libérer. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond comme mouvement et c'est donc des mesures beaucoup plus globales. D'où je vais laisser le dernier mot à un auditeur de Windsor, Daniel Richard. Combien de temps avant qu'une femme noire musulmane et portant le voile ne devienne première ministre comme c'est parti? C'est pas demain la veille et c'est bien dommage. Bon, écoutez, alors c'était les réflexions de nos humanistes sur cette charte des valeurs québécoises et surtout, je dirais, le concept de laïcité. On voit comment il faut retourner à la vraie définition des choses et ça c'est très éclairant quand on prend le temps de le faire. Merci alors à Rachida Azdouz, psychologue de l'Université de Montréal, André Champagne, historien, professeur à l'École nationale de théâtre, Éric Pinault, professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal où vous filez à l'instant. Oui. Merci à tous les trois. À la semaine prochaine.